Bonjour, bienvenue à cette masterclass sur le Startup Pitch, un élément clé d'un projet entrepreneurial. Mon nom est Bruno Wattenberg, j'ai une formation économique, j'ai eu la chance d'étudier en Belgique, en Hollande et aux États-Unis, de pouvoir découvrir le pitch, non seulement via certaines de mes formations, mais également en tant que pitcher moi-même, en tant que membre de jury, en tant que membre de jury de start-up, jury de concours de business plan, à Solvay pour la Start Academy et notamment au MIC Bruxelles. Alors, pourquoi vous parler du pitch aujourd'hui ? Bien, vous avez peut-être vu vous en rendre compte si vous êtes en train de développer un projet entreprise, vous pitchez presque tout le temps, ou en tout cas relativement régulièrement. Vous l'êtes, vous n'êtes pas convaincu que le pitch est un élément déterminant de la réussite de votre projet. La plupart d'entre vous, au moins au départ, détestent pitcher. Et pourquoi ? Parce que vous avez mal compris l'objectif du pitch le plus souvent, mais aussi la mécanique du pitch. Et donc c'est une bonne nouvelle. Si je parle de mécanique du pitch, on peut la décomposer en morceaux et on peut expliquer comment combiner ces morceaux. Et aussi, ce que je vais essayer de m'attacher à faire dans cette masterclass, c'est vous expliquer le concept, le contexte du pitch. Dans quel contexte est-ce qu'il se déroule ? Alors, je vous propose d'abord de regarder un petit film, 1 minute ou 2 minutes. C'est relativement court, mais ça illustre ce que vous ne devez absolument pas faire. Alors, rassurez-vous, on a tous été un petit peu comme ça au départ. Voilà, je vous laisse regarder. Alors, probablement que vous avez compris que c'est la dernière chose qu'il faut faire quand on pitch. Alors, qu'est-ce qui pose problème dans ce petit film ? Le premier problème, c'est que cette personne est entièrement centrée sur elle-même. Elle n'en a rien à faire de l'interlocuteur et on va le voir, le pitch, ce n'est pas à propos de vous, ce n'est pas tant à propos de votre projet qu'à propos de ce que vous pouvez faire pour l'interlocuteur. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il ne parle pas du tout de valeur. La seule chose qui l'intéresse, il est amoureux de sa technologie, il ne comprend pas comment, avec cette technologie, pouvoir créer de la valeur, alors que le pitch, justement, c'est à propos de la valeur que vous créez ou que vous pouvez créer pour un client, mais aussi pour l'interlocuteur. Dernier élément, il utilise un jargon incompréhensible et il n'a pas du tout une approche d'entreprise. Vous ne pitchez pas une technologie, vous pitchez un projet d'entreprise. Lui pitch uniquement une technologie. Donc, il n'a pas la bonne attitude et surtout, il n'a pas fait son travail. Et quand on n'a pas fait son travail, ça se voit immédiatement dans le pitch. Alors, revenons justement à ce mot, à ce concept. On retrouve la trace au début de ce mot, plus ou moins au début du siècle. C'est un terme au départ de baseball. C'est le pitcher, donc il va lancer la balle et il engage le jeu. De la même manière que vous engagez la conversation avec quelqu'un avec qui vous pouvez faire des affaires, par exemple en tant qu'investisseur. Deuxième origine de ce mot pitch, on la retrouve plus ou moins aux environs de 1943, avec ces représentants de commerce qui parcourent les villes américaines avec leurs valises et qui tentent de vendre des produits d'électroménager à des ménagères. Et donc, pourquoi sales pitch ? C'est le mot qui est utilisé, parce qu'il y a justement un template bien précis qui est répété des centaines de fois. Et ce template fonctionne pour vendre de l'électroménager à ces ménages américains. Ensuite, progressivement, fin des années 60, 70, on arrive dans le secteur des médias, dans le secteur de la publicité, dans le secteur du film, du théâtre, à utiliser ce mot pitch, où on va voir des créateurs qui viennent présenter à des producteurs une histoire qu'ils voudraient bien faire financer. Et donc, cet élément financier intervient, c'est raconter une histoire pour obtenir du financement. Donc on est vraiment dans cet élément d'histoire, c'est ne pas nécessairement donner toute une série d'éléments très précis, mais c'est plutôt avoir une belle histoire pour obtenir le financement et vous le verrez, c'est un élément que je vais développer plus en avant pour vous expliquer ce qu'est le pitch. Ensuite arrivent les années Internet, on est dans la fin des années 90. Il y a des gens qui inventent une autre manière de faire grâce à l'Internet, une autre manière de créer de la valeur, de délivrer de la valeur aux clients, et ils cherchent du financement. Et les gens chez qui ils pitchent comprennent mal cette nouvelle manière de créer de la valeur, et donc il faut leur raconter une histoire. À ce moment-là, le pitch devient vraiment une étape imposée dans la trajectoire de l'entrepreneur. Viennent ensuite ces grands entrepreneurs que sont par exemple Steve Jobs, qui utilisent l'histoire, qui utilisent leur pitch pour expliquer comment les clients vont consommer les produits et les services qu'ils mettent sur le marché. Voilà, ça c'est pour vous faire une première introduction sur le pitch. Je vous propose maintenant de
jetez un coup d'œil sur une définition utile que je vous propose de découvrir pour vous faire bien comprendre ce qu'est le pitch. Alors, pitcher, c'est présenter dans un temps limité l'essence d'un projet entrepreneurial à un interlocuteur qui est susceptible de jouer un rôle déterminant dans le succès de votre projet. Vous avez un objectif, vous espérez que cette personne-là accomplisse cet objectif, et cet objectif, vous l'avez prédéfini. Au moment où vous démarrez le pitch, vous savez quel est l'objectif de celui-ci, qu'est-ce que vous souhaitez obtenir. Revenons en détail sur les composantes de cette définition. Premièrement, un temps par définition limité. Le temps, il est limité, c'est donc pas une présentation. Maximum, vous avez 10 minutes. Si c'est plus que 10 à 15 minutes, ce n'est pas un pitch, c'est une présentation. Et ça obéit à d'autres règles parce que vous avez le temps. Les règles du jeu sont en général fixées par l'exercice. Si c'est une présentation dans un concours de business plan, on vous a imposé un temps limité. Si c'est une présentation à des business angels à un cocktail, mais vous savez que vous avez un certain nombre de minutes au-delà duquel les gens ne vont plus être intéressés. Donc comprenez les règles du jeu, respectez l'interlocuteur. Donc premier élément de cette définition, le temps limité. Ce n'est pas une présentation, c'est un pitch. Deuxième élément, comme le temps est limité, mais vous ne pouvez pas tout raconter. Vous devez avoir fait une synthèse, parce que vous n'avez pas le temps, et cette synthèse, c'est vraiment l'essence du projet entrepreneurial. Si vous devez faire une synthèse, ça implique deux choses. Vous avez dû parfaitement avoir développé le projet doit être mûr, et ensuite vous le raccourcissez. Sinon, c'est très difficile de faire une synthèse. Vous n'êtes pas capable de faire des choix de ce que vous mettez, de ce que vous ne mettez pas dans le projet. Donc, résultat des courses, vous devez absolument avoir préparé et savoir aussi à qui s'adresse le pitch. Donc, premier élément, le temps. Deuxième élément, l'essence du projet, une synthèse parfaitement cohérente. Troisième élément de la définition, le projet d'entrepreneurial. Ce projet, il peut être à plusieurs stades. Vous devez expliquer ces stades. Et au début, vous allez peut-être pitcher un accompagnateur, puis ensuite vous allez pitcher un partenaire, puis ensuite une banque. Donc vous allez expliquer un projet entrepreneurial qui n'existe pas encore. Élément suivant, le rôle déterminant. Si c'est véritablement un pitch, ce pitch s'adresse à quelqu'un qui est susceptible de faire quelque chose qui va changer la vie de la start-up. Et donc, la conviction qu'il aura par rapport au projet peut faire que vous allez accélérer le développement du projet ou que, tout simplement que vous allez faire réussir le projet. Si vous n'êtes pas financé, ça ne fonctionnera pas. Donc vous savez que cette personne-là, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon Mr. Big, il a un rôle déterminant à jouer. Et si ce n'est pas quelqu'un d'important, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas vraiment un pitch. Dernier élément, au moment où vous commencez le pitch. Si c'est un vrai pitch, vous savez ce que vous attendez de cette personne. L'objectif est connu. Si l'objectif est connu, il est déterminé à l'avance, automatiquement, vous saurez à l'issue du pitch, et c'est ça le propre du pitch, à la fin du pitch, vous savez si l'exercice est réussi ou s'il est raté. Alors, est-ce qu'on est aligné ? Je vous propose de résumer la présentation courte, adaptée à un contexte particulier, concours de business plan ou cocktail, pour obtenir quelque chose que vous avez défini à l'avance de quelqu'un qui est important et qui peut jouer un rôle clé dans le projet. Alors, est-ce qu'un pitch peut être déterminant dans le succès d'une entreprise ? Eh bien oui, le bon pitch peut à la fois faire la différence sur le fond et sur la forme. Il va permettre de séduire un investisseur, il va permettre de séduire un client, mais il va aussi démontrer par sa maturité que le projet a été convenablement développé, que l'ensemble des devoirs ont été faits. Et nous disposons de toute une série, d'études académiques qui démontrent comme l'investisseur va être sensible à la qualité du pitch. Un même projet bien pitché et mal pitché, le projet mal pitché a moins de chances d'obtenir le financement. Et donc, on a plusieurs études académiques, à la fois réalisées en Europe et à la fois réalisées aux États-Unis, qui confirment ce rôle extrêmement important du pitch. Alors, dans certains pays, notamment aux États-Unis, de temps en temps, le pitch avec une série de PowerPoint peut remplacer le business plan. J'ai vu un projet aux États-Unis financé en 45 minutes avec 27 slides, uniquement sans un business plan. Mais ça, c'est aux États-Unis. Vous, de votre côté, vous devez avoir travaillé votre business model, l'avoir pitché régulièrement, ensuite avoir fait un business plan et un plan financier, et ensuite vous pitchez le tout, et donc vous ne pouvez pas vous passer aujourd'hui d'un business plan, mais ce pitch, il est en fait basé sur le business plan. Alors,
je vous propose à présent qu'on a contextualisé le pitch, de vraiment se braquer sur 10 questions-réponses extrêmement précises pour vous faire comprendre ce qu'est le pitch et ce que n'est pas le pitch. Première question, quand commencer à pitcher? Eh bien, dès le tout début. Et avec un petit clin d'œil, je vous explique, au moment où vous avez votre projet, vous commencez à démarrer votre projet, vous prévenez votre conjoint que le matin, vous allez fermer la porte de la salle de bain, vous regardez le miroir et vous pitchez votre projet devant le miroir. Vous allez voir comme ce miroir va être impitoyable avec vos incohérences. Donc n'attendez pas la fin du projet pour pitcher. Pitcher, ça s'apprend, mais ça vous aide aussi à valider des choses ou bien à vous rendre compte que vous dites des incohérences et que vous allez devoir travailler pour répondre à ces incohérences. Au départ, si vous n'avez pas un projet entrepreneurial, donc n'ayez pas peur de pitcher l'idée. Apprenez à verbaliser les hypothèses de base, à vous regarder dans le miroir ou à des gens qui sont compétents et à expliquer les hypothèses de base que vous faites. Ne cherchez pas tout de suite à obtenir le pitch parfait, vous n'y arriverez pas. C'est un long travail qui fonctionne en parallèle du développement de votre projet entrepreneurial. Alors, deuxième élément, très important, séduire n'est pas pitcher, pitcher n'est pas séduire. Au départ, vous avez une idée, vous êtes extrêmement enthousiaste, vous allez parler de cette idée à plein de gens. Est-ce que c'est un pitch? Non, vous ne demandez pas quelque chose à ces gens. Donc vous allez être dans la séduction. Et pas dans la conviction qui va permettre à un investisseur de vous donner de l'argent. Acceptez que ce ne soit de la séduction, profitez-en pour travailler le pitch, mais ne commencez pas à croire que votre idée est merveilleuse parce que vous avez parlé à 10 personnes qui sont vos amis et qui ont été très gentils et très polis avec vous et qui vous ont dit « Ah oui, c'est très sympa, la création d'entreprise est hype, ces gens vont être gentils avec vous, ils vont être plutôt dans vous rassurer, mais pas dans vous challenger pour faire évoluer votre projet entrepreneurial. » Quand vous êtes au début du projet dans cette phase de séduction, mais posez les bonnes questions. Si vous présentez votre projet à un ami, demandez-lui « Est-ce que tu investirais 10 000 € dans mon projet ?» Ou bien « Qu'est-ce qu'il manque dans mon pitch pour que tu acceptes d'investir 10 000 €? » À ce moment-là, vous serez dans la séduction, mais vous allez récolter de l'information pour nourrir votre projet. Troisième grande question, est-ce que le storytelling, raconter une histoire, est important? Eh bien oui, le pitch, c'est raconter une histoire. Une histoire, c'est quoi? Je peux vous donner des faits, ça veut dire je vais prendre mon plan financier, voir mon business plan et vous donner toute une série de faits. Est-ce que c'est une histoire? Non. L'idée est d'encapsuler l'ensemble de ces données dans une histoire logique qui fonctionne comme un conte de fées. Et donc, l'histoire, elle va susciter de l'émotion, elle va prendre ces données et les combiner avec des images qui vont permettre à la personne de se représenter quelque chose dans sa tête. Ça va aider l'interlocuteur à rentrer dans votre histoire, ça va l'aider à fixer les informations et l'idéal, c'est de pouvoir le faire devenir un acteur de cette histoire. Donc, apprenez à raconter des histoires, ça s'apprend et comprenez comment alterner des données et des émotions, des chiffres et des images, parce que le pitch doit être composé de manière équilibrée entre ces deux éléments-là. Alors, je vous ai mis deux petits liens qui expliquent l'importance du storytelling aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun, homme politique, chef d'entreprise, leader, est obligé d'apprendre à raconter des histoires parce que c'est ce qui fonctionne pour expliquer des concepts aux gens. Et donc, ce n'est pas la seule manière de pouvoir obtenir quelque chose, mais si vous souhaitez communiquer, le fait de raconter une histoire facilite la fixation et le fait que les gens vont se souvenir de ce que vous allez raconter. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette logique de cerveau droit, cerveau gauche, c'est certains critiques. En tout cas, c'est relativement simple pour expliquer la mécanique du pitch. Vous avez un cerveau droit qui est beaucoup plus créatif, beaucoup plus conceptuel, et un cerveau gauche qui est beaucoup plus analytique. Eh bien, pour le pitch, vous devez avoir un équilibre entre les deux. Vous devez avoir de l'analytique, vous devez avoir des chiffres, et vous devez avoir des concepts, vous devez avoir des modèles, et vous devez avoir des images pour susciter l'émotion. Et il faut un bon équilibre entre les deux. Quatrième élément, est-ce que vous avez compris les règles du jeu? Le pitch dépend toujours du contexte, il dépend de l'interlocuteur. De temps en temps, il est planifié, vous arrivez à une compétition de business plan ou bien vous arrivez dans un Business Angel Forum et on vous donne 10 minutes pour pitcher face à un panel d'investisseurs. Comprenez les règles inhérentes et adaptez votre pitch à ces règles. Au niveau du timing, au niveau de la composition, au niveau des supports qui vous sont donnés, PowerPoint, Prezi, on va revenir là-dessus. Quels sont les critères du jury? Première règle dans un jury de business plan, de poser la question, quels sont les critères pour lesquels vous allez m'accorder des points pour me mettre en valeur? Expliquez aussi
ou essayer de comprendre à quelle étape du projet ils aiment voir les projets arriver devant eux. Est-ce que c'est du seed, c'est le démarrage, c'est du pré-seed? Est-ce que le business model doit déjà être validé? Regardez aussi la forme de la demande. Est-ce qu'il faut demander un montant? Je veux par exemple avoir 60 000 € d'investissement. Je veux plus, je veux moins, sous quelle forme? Regardez et posez des questions pour savoir dans quel contexte vous allez devoir délivrer votre pitch. 5 éléments, un pitch ou plusieurs pitchs. Et alors, c'est une règle que j'ai déjà répétée là tout à l'heure. Le pitch ne concerne pas tellement vous et votre histoire, mais ce que vous pouvez faire pour l'interlocuteur. Donc théoriquement, vous devez connaître l'interlocuteur et adapter en permanence le pitch à cet interlocuteur-là. Dans quel secteur est-ce qu'il investit, combien il investit, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il a déjà fait. Et donc vous devez légèrement adapter le pitch à la personne en face de qui vous pitchez. 6e point, directement lié à mon 5e, est-ce qu'à ce moment-là, il faut connaître son interlocuteur? Oui, et vous n'avez aucune excuse à l'ère de LinkedIn, Google, Facebook, vous devez connaître votre interlocuteur. D'abord, ça va faciliter le contact, vous allez trouver l'approche qui va pouvoir faire en sorte que la poignée de main, la connexion puisse se faire. Ça va vous permettre d'adapter le corps du pitch, ça va vous permettre aussi de vous préparer les questions. Fréquemment, je suis dans des jurys de pitch, et je connais le secteur. Et la personne n'a pas googlé mon nom, elle ne sait pas ce que je fais. Et en général, il m'est en tout cas déjà arrivé de connaître mieux le secteur que la personne qui pitch. Extrêmement gênant. Donc vous devez savoir à qui vous adresser. Est-ce que c'est possible dans un cocktail? Non. Là, vous allez vous présenter, demander dans quel secteur est la personne, et vous allez être un petit peu plus prudent. Mais le pitch, c'est toujours à propos de l'interlocuteur, donc vous devez connaître cet interlocuteur. Alors, 7e question qu'on me pose régulièrement, est-ce qu'on peut comparer le pitch à une checklist? Eh bien oui, vous êtes face à un interlocuteur, vous souhaitez qu'il fasse quelque chose à l'issue du pitch, eh bien dans sa tête, il va effectivement avoir une sorte de checklist. Et il va donc regarder, chaque fois que vous allez dire quelque chose, ah ok, est-ce que ça répond à mes préoccupations? Raison pour laquelle vous devez connaître les préoccupations de l'interlocuteur. Progressivement, il va faire un check. Qu'est-ce qu'il va valider? Est-ce qu'il y a un customer pain? Est-ce que la solution est crédible? Est-ce qu'il y a un marché qui a vraiment besoin de ça? Est-ce que l'équipe est valable? On va revenir à ça dans le template. Voyez cette checklist et dites-vous bien que en fait, votre job, c'est de dire juste assez pour que l'interlocuteur fasse le check dans sa checklist, sans en dire trop pour ouvrir des tiroirs. Vous devez essayer d'obtenir le rendez-vous suivant, où là vous aurez plein de temps. Donc n'en dites pas trop, mais dites-en suffisamment pour qu'il fasse le check. 8e question, plutôt chiffre ou plutôt concept? On en a parlé, vous avez 2 cerveaux à toucher. Le cerveau droit sur l'image, l'émotion et ainsi de suite. Le cerveau gauche, la séquence logique parfaitement cohérente du pitch, avec une équation où chacun des facteurs sont à leur place et vous distillez quelques chiffres. Le pitch sera réussi, notamment si vous avez un bon équilibre entre cerveau gauche et cerveau droit. 9e élément, est-ce qu'il faut faire une demande formelle à la fin du pitch? Mais oui, sinon vous êtes dans la séduction, dans une présentation. Un pitch, le but c'est de demander quelque chose à la fin de la présentation. Donc vous devez avoir un objectif, vous devez le verbaliser et à ce moment-là, la personne sait ce que vous demandez. Qu'est-ce que vous allez demander? Combien d'argent, sous quelle forme, pour faire quoi avec l'argent de l'investisseur, en échange de quoi, sur quelle base de calcul et ainsi de suite. Sinon, si vous n'avez rien à demander, ne gaspillez pas le pitch, au moins demandez à la personne d'avoir du feedback, demandez-lui si elle est intéressante de rejoindre votre conseil, votre advisory board, votre board stratégique, je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est un pitch, il y a vraiment une demande à la fin de ce pitch. Dernier élément. Quel degré de complexité doit avoir le pitch? Eh bien, le plus simple possible. Je vous ai mis une photo, votre grand-mère doit comprendre votre pitch. Ça doit être simple, enlevez tout ce qui est compliqué, évitez de parler de technologie. La technologie, on l'a vu dans le pitch de ce pauvre garçon, c'est un moyen. Vous allez pitcher un projet d'entreprise, pas une technologie. Et donc, utilisez des phrases simples, une phrase, une idée, une phrase. Voilà. À ce stade-ci, j'ai envie de partager avec vous cette petite citation de Winston Churchill, qu'une bonne présentation, et on peut remplacer le mot présentation par pitch, devrait être comme une mini-jupe, aussi court que possible pour attirer l'attention de tout le monde, mais juste assez long pour couvrir ce qui doit être couvert. Alors, je vous propose maintenant 2 petits films avec des exemples de pitch, et je vous propose de les critiquer ensemble. Voilà, le premier, on le lance, s'il vous plaît, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce pitch?
comment vous trouvez le fond et la forme. Je vous propose de faire quelques commentaires sur ce qui est bien et ce qui est moins bien dans ce pitch. D'abord, dans le moins bien, et vous l'avez remarqué, c'est en général ce qu'on me dit immédiatement sur cet exemple, il parle beaucoup trop vite. Il essaye de mettre 1,5 litre dans une bouteille d'1 litre. Par contre, il y a toute une série d'excellentes choses qui sont dans ce pitch. Il a clairement suggéré la valeur pour le client, notamment en y intégrant toute une série de chiffres. Il y a un excellent usage des chiffres et donc il est parfaitement dans la représentation, l'image qu'il explique, il montre le cup, il vous fait vous projeter quand vous vous baladez avec votre mug et en même temps il distille toute une série de chiffres. Il a intégré la valeur pour tout le monde, y compris pour le café. Ça veut dire que chacune des parties, c'est un business model compliqué. Vous avez la marque qui met la publicité, vous avez celui qui fabrique les mugs, vous avez le coffee shop et vous avez finalement l'utilisateur. Alors, il donne une bonne idée de la taille du marché aussi. Si j'ai envie de financer votre projet, d'investir mon argent dans votre projet, mais j'ai envie de savoir qu'il peut y avoir un gros marché derrière pour avoir une croissance. Et alors, le dernier élément qui est extrêmement fort dans le pitch, il nous dit en substance, en conclusion, ne vous inquiétez pas, ça marche puisque je l'ai déjà fait. Et il explique qu'il a déjà conclu un contrat et qu'il est déjà en train de développer ça sur un premier marché test. Dans ce qu'il a mal fait, effectivement, il a parlé trop vite. Il n'a pas assez abordé le problème pour les marques qui vont mettre de la publicité. Il s'est contenté juste de dire que les marques vont être intéressées par le temps d'exposition à la marque. Autre critique qu'on peut faire, le marché n'est pas très focalisé, il parle de toute la Californie. Moi, j'aurais voulu d'abord savoir si c'était pas mieux de démarrer sur un campus universitaire et quel était l'endroit de la Californie, urbain, non urbain, où il y allait avoir la plus grosse traction pour ce type de projet. Ensuite, je vous pose une question. Ce n'est pas un vrai business pitch. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne demande pas quelque chose à la fin. Il n'a pas une demande précise. Il est dans la séduction. Il veut vous convaincre que c'est génial, mais il ne formule aucune demande précise. Dernier petit élément, la stratégie n'est pas très claire. Mais non, c'est moins de 2 minutes, donc c'était difficile de la mettre. Je vous propose un deuxième exemple. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce deuxième exemple ? Le style est tout à fait différent, beaucoup plus placide. Et qu'est-ce que vous avez trouvé de bien et de moins bien dans ce pitch ? Je vous propose quelques commentaires sur ce film. D'abord, l'explication qu'elle donne est extrêmement simple. On comprend parfaitement, on s'imagine chez soi, avec le risque de vol. Elle a suscité l'émotion, elle nous a fait un peu peur, avec des chiffres, on voit qu'elle a fait ses devoirs, et en plus, on s'imagine relativement bien rentrer après un cambriolage, ou bien on s'imagine relativement bien avoir envie de faire le cadastre de l'ensemble de ces objets. Elle a été simple et efficace. Elle nous a amenés dans son histoire. Ensuite, elle explique bien le business model. Le business model est très clair. En 2-3 phrases, on a compris comment est-ce qu'elle va capturer de la valeur. Autre élément, elle aborde la concurrence. Elle nomme la concurrence. Si vous la connaissez, vous pouvez faire une comparaison dans votre tête. Elle aborde aussi, comme dans le pitch précédent, les perspectives de croissance. Et enfin, c'est un vrai pitch parce qu'elle a une demande claire. Elle sait combien elle cherche pour faire quoi. Une petite critique, elle parle de la concurrence, mais pas des substituts. Vous pouvez régler une partie du problème avec votre smartphone en faisant une série de photos. Et probablement, pour la plupart des cas, ça va fonctionner avec la compagnie d'assurance. Alors, à ce stade-ci, on a contextualisé, on a répondu à 10 questions sur le pitch, et ensuite, on a vu 2 exemples. Je vous propose à présent de rentrer véritablement dans la structure de votre pitch. Et je vous propose, en gros, une dizaine de slides pour vous aider à structurer votre pitch. Alors attention, vous ne serez pas capable au départ de remplir ces 10 slides. Mais tout au long du développement de votre projet, de la quête pour le business model et de la rédaction de votre business plan, vous devez être capable d'extraire de ce business model et de ce business plan les éléments que vous allez composer dans la structure de votre pitch. Alors, slide numéro 1, l'introduction. C'est extrêmement important de pouvoir au départ vous connecter. En général, vous avez 3 à 4 secondes pour connecter avec la personne. Si c'est dans un cocktail, c'est la poignée de main, c'est les premiers mots que vous allez dire. Si c'est dans un concours de business plan ou à la fin d'une période d'accompagnement, vous avez des slides, vous êtes sur le podium, il faut vous connecter avec la personne. Donc, c'est une manière de se présenter, respect, politesse, mais aussi d'en profiter pour donner quelques infos de base et si possible, une question ou quoi que ce soit pour susciter la curiosité. Toujours dans ce slide 1, je vous propose de voir la composition.
Attention, encore une fois, ça dépend du contexte. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de mettre? J'ai envie de voir le nom du projet, très clairement, pour que ça se fixe dans ma tête. Si vous avez une solution qui est visible, une petite photo, que je comprenne ou que ma curiosité soit titillée par la photo. Si vous avez un site web, mettez l'adresse du site web, bien évidemment les coordonnées de l'équipe, l'email et ainsi de suite. Et puis je vous conseille de réfléchir à un tagline, à un mantra, à une phrase qui explique votre mission avec ce projet d'entreprise. Alors les mantras, on les connaît, hein, Spizza 30, c'est 30 minutes ou c'est gratuit. Tout le monde a compris en 2 phrases quelle est la création de valeur de Spizza 30. Celle que je préfère, c'est M&M's. C'est quoi M&M's? Ça vous dit quelque chose, le mantra d'M&M's? C'est fond dans la bouche, pas dans la main. Ça ne veut rien dire pour vous, mais le jour où vous avez des enfants en bas âge et une voiture que vous aimez bien avec des beaux sièges, vous comprenez parfaitement la valeur ajoutée de M&M's avec ces quelques phrases. Quel est votre mantra? Est-ce que vous avez cette phrase-là qui illustre votre défi sur Terre avec cette entreprise? Si vous l'avez, mettez-le, et mettez-le aussi sur chacune des pages de votre business plan. Alors, on l'a vu, slide 1, on a vu l'objectif, la composition. Quelques conseils par rapport à ce premier slide. Soyez sobre, ne perdez pas ce temps de temps sur ce slide-là, mais il peut être là en l'attente que le pitch démarre. Et il va déjà communiquer. Admettons que vous avez 5 minutes pour pitcher, vous démarrez, le temps qu'on met en place, il y a un slide qui va rester probablement 20 à 30 secondes. C'est du temps où vous communiquez aussi sur votre solution, sur votre marque ou sur votre mantra. Et ensuite, gardez quelques copies du deck de slides que vous remettez à ce moment-là aux investisseurs, ils repartent avec, et cette page-là, c'est la page qui va introduire votre deck de slides. Slide 1, on est d'accord, c'est relativement slide. C'est simple. Rentrons dans le slide numéro 2. L'objectif à ce moment-là, c'est la véritable connexion avec l'interlocuteur. Votre objectif, c'est en quelques secondes, susciter l'intérêt, susciter la curiosité pour qu'il soit attentif au reste du pitch. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en règle générale, on va avoir ce qu'on appelle l'hameçon. On doit trouver un hook, vous êtes capitaine Crochet et vous essayez d'attirer l'interlocuteur à vous. Comment est-ce qu'on fait ça en général? En général, avec une question, avec un chiffre, quelque chose qui va surprendre l'interlocuteur. Vous allez vous poser une question, est-ce que vous vous rendez compte du problème que rencontrent ces entreprises-là? Vous citez un chiffre surprenant, vous devez capturer l'attention, poser une question dont vous connaissez la réponse et attirer la personne dans votre histoire. Et donc, idéalement, j'aime bien qu'il y ait un chiffre dans cette partie-là. La question, vous la posez verbalement, elle n'est pas nécessairement sur le slide, elle peut être éventuellement sur le slide, mais ça vous permet de susciter la curiosité. Si vous faites ça bien, automatiquement, l'interlocuteur va se dire « Ah oui, ok, c'est un vrai problème. Quelle est la solution? Je voudrais savoir la solution. » Okay. Quelques conseils que je peux vous donner par rapport à ce slide numéro 2, à cet hameçon, ce hook comme on l'appelle. Le problème que vous citez, si vous avez besoin de 5 ou 6 phrases pour pouvoir le détailler, c'est beaucoup trop long. Le problème doit être simple, compréhensible par votre grand-mère, on l'a vu. Et ensuite, il doit être juteux, ça veut dire, ouais, c'est vraiment un gros problème, c'est vraiment un gros problème. Vous connaissez peut-être l'entreprise qui piège des acariens dans les lits Acarop. Eh bien, quand on a préparé le pitch d'Acarop, on a vraiment été sur l'ensemble du coût pour la société de l'asthme qui était développé par les allergies générées par les acariens. C'est un énorme problème de société, on avait des chiffres énormes, on s'est dit, waouh, si ces gens sont capables de résoudre ça, j'ai envie de connaître la solution. Okay. Donc, vous devez avoir ce que les Américains appellent un BHAG, B-H-A-G, Big, Hairy, Ambitious Goal, quelque chose d'ambitieux. Essayez de trouver un problème qui soit un problème de société, quelque chose d'important, qui est douloureux pour une série de personnes, et que ça doit vraiment être évident, on l'a dit. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme conseil sur cet hameçon? Est-ce que l'interlocuteur connaît quelque chose à ce secteur? Est-ce que l'interlocuteur est un utilisateur potentiel? Si c'est pour des pièges acariens, je ne sais pas si la personne a d'asthme ou si les enfants ont de l'asthme. Mais je vais peut-être poser ma question en disant, vous avez des enfants, parce que j'ai été voir sur Facebook, ça je ne vais pas lui dire, vous avez des enfants, vos enfants font peut-être partie des X% d'enfants qui développent de l'asthme, et il a certainement soit un enfant qui a de l'asthme, ou bien soit quelqu'un dans son entourage, et vous lui dites, vous avez certainement dans votre entourage des enfants qui rencontrent des problèmes pour aller à la piscine, qui ont de l'asthme et ainsi de suite. Okay. J'ai profité de l'hameçon pour amener l'interlocuteur dans mon projet.
D'accord? Alors dans cette partie-là, n'oubliez pas de distiller 1 ou 2 chiffres. Ça montre que vous avez fait une enquête, que vous avez fait vos devoirs pour comprendre l'intensité du problème. Et alors, dernier élément de conseil, une fois encore, soyez concret, ne tournez pas autour du pot, ne parlez pas de technologie. J'ai envie de savoir que vous avez identifié un problème, et on appelle ça dans notre jargon le customer pain, que vous avez identifié ce problème et que vous avez pour mission de le résoudre, que beaucoup de gens ont ce problème et qu'ils ont vraiment une envie de pouvoir le résoudre parce qu'il n'y a pas de solution concrète pour eux précisément. Ok ? Troisième élément, la solution. Si vous m'avez touché, si vous m'avez happé dans votre présentation, que vous m'avez sensibilisé sur le problème, je veux savoir comment vous allez le résoudre. Je vous raconte une micro-anecdote. Un jour au Microsoft Innovation Center, je suis avec Ben Picard. Et on est à 2 dans un pré-jury. Ça veut dire qu'on est en phase intermédiaire, on répond au premier projet. Et il y a une jeune demoiselle qui vient nous voir et elle me dit « Ah tiens, voilà, vous roulez tous les 2 en moto, M. Wattenberg, j'ai vu que vous avez des enfants, j'ai vu sur Facebook que vous avez des enfants, j'ai vu aussi que vous faites des voyages en moto, vous avez vraiment une vie dangereuse, vous avez été à Dakar, tout seul en moto. Est-ce que vous n'avez jamais pensé qu'il pouvait vous arriver un accident ?» Ok, je suis interpellé. Là, toute mon attention est captée par la question qu'elle a posée. Je dis oui, effectivement. Est-ce que vous n'avez jamais pensé que s'il vous arrive un accident, vous souhaiteriez laisser un message à vos enfants, du texte, une lettre, une vidéo, quelques images? Et puis elle s'arrête. Alors, bien évidemment, immédiatement, j'ai visualisé. Oui, c'est vrai, je pourrais avoir un accident de moto. Oui, j'adore mes enfants, c'est la chose la plus importante pour moi. Et oui, en fait, je rêverais de pouvoir leur laisser plein de choses. Et j'ai commencé à leur écrire un livre, et jamais été au bout, bien évidemment. Et donc oui, j'ai mal. Elle a mis le doigt à un endroit où je n'avais pas mal. Ou en tout cas, je ne savais pas que j'avais mal. Mais elle a parfaitement poussé à l'endroit où ça fait mal. À ce moment-là, je veux connaître sa solution. Je suis devenu un acteur, un bénéficiaire. Elle a poussé à un endroit de mon corps où j'ai très mal, je ne le savais pas. Je veux savoir si elle a le médicament. Le slide numéro 3 est donc la solution, la réponse au défi que vous avez choisi dans votre équipe entrepreneuriale. Je veux savoir comment vous allez le résoudre, le problème. Et donc à ce moment-là, une fois de plus, je n'ai pas envie d'avoir nécessairement une solution technologique. Je veux savoir en gros comment vous allez faire et si je peux croire que vous avez vraiment la solution. Donc, la solution simplement expliquée, concrète, crédible. Une fois encore, distiller des chiffres. Je m'attends à ce que dans le slide sur le Customer Pain, sur le hook, vous ayez donné quelques chiffres pour me permettre de comprendre l'intensité du problème. À ce stade-ci, je veux aussi des chiffres pour me dire à quel point vous résolvez le problème. Par exemple, par rapport au marché que nous avons testé, 82% des gens voient ça comme une solution. Et alors, si en plus vous avez fait un test sur le marché et que vous avez un prototype qui fonctionne et un MVP, donc un Minimum Viable Product, qui a pu être testé et que non seulement vous dites et en plus nous sommes capables de fabriquer cette solution, de la délivrer, mais en plus on a la confirmation par les clients potentiels que nous avons identifiés qu'ils ont envie d'acheter, on a des lettres d'intention. Waouh! Souvenez-vous, la checklist, j'ai fait un check sur le problème. Waouh, vous avez poussé où ça fait mal, je suis persuadé qu'effectivement il y a un problème. 2, vous venez avec une solution. Ok, je crois à la solution, mais en plus ils l'ont testé. Et en plus ils ont des lettres d'intention. Automatiquement, dans ma tête, le projet prend de la valeur. Alors, quelques conseils. Abandonnez le mot produit. Si vous faites une quête entrepreneuriale, utilisez plutôt soit de proposition de valeur, ça vous oblige à vous focaliser sur les valeurs tangibles et intangibles de ce que vous apportez, tangibles et intangibles, ou bien vous utilisez le mot solution. Si vous utilisez le mot solution, ça vous oblige à être d'accord sur le fait que ce n'est pas un produit, c'est une solution à un problème et que vous devez être capable d'expliquer à la fois le problème et la solution. Si vous avez fait le slide numéro 2 sur le problème, eh bien, le slide sur la solution se base sur ce problème que vous avez décrit. Alors, il y a plein de valeurs possibles à ça. On peut diminuer le coût, on peut augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise en B2B, vous pouvez raccourcir la production, augmenter la productivité, diminuer le risque. Il y a plein de possibilités. Qu'est-ce que vous avez choisi comme mode de création de valeur? C'est à ce moment-là qu'on aborde cet élément-là. Ce qui est important aussi, c'est de montrer que ce n'est pas conceptuel. À ce stade, souvent, il y a des gens qui ont rêvé d'une solution, mais ils n'ont encore rien fait ou presque. Ce que j'ai envie de voir à ce moment-là, c'est qu'il y a déjà
eu à ce moment-là un contact avec des clients potentiels. Aucun business plan, aucun business model ne résiste au contact avec le client. Donc que vous n'avez pas fait un raisonnement en chambre devant votre ordinateur, mais que vous avez été sur le terrain, que vous avez confronté votre solution au terrain, que le terrain, quelque part, a validé la proposition. N'oubliez pas, si vous êtes une plateforme, il y a deux parties. Vous devez avoir une solution pour les deux parties, elle doit être équilibrée. Si vous vous focalisez seulement sur un côté de la plateforme, vous ne démarrerez jamais la plateforme. D'accord ? Donc s'il y a des utilisateurs, des clients, ou s'il y a deux clients, il faut deux types de création de valeur. Il faut comprendre que vous résolvez deux problèmes avec deux propositions de valeur. Alors, quatrième élément, on a fait l'intro, d'accord. Puis ensuite, il y a l'hameçon. Vous m'avez touché en me disant « oui, c'est un vrai problème ». Je dis « oui, en fait, il y a un vrai problème ». Ensuite, vous avez dit « j'ai une solution pour résoudre ce problème ». Ensuite, on va s'intéresser au segment de marché. Quelqu'un qui me dit « j'ai la meilleure offre, c'est le meilleur marché, j'ai le meilleur produit », il ment. On a la meilleure offre qui correspond à un segment bien déterminé. Vous ne pouvez pas dans une start-up avoir la meilleure offre pour l'ensemble des clients. Ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre quel est le segment de clients que vous avez choisi et pourquoi vous l'avez choisi. Ce que j'ai envie d'entendre, c'est que vous avez choisi ce segment de clients parce que c'est celui qui a le plus gros problème que vous êtes susceptible de résoudre. C'est eux qui ont vraiment besoin absolument de résoudre ce problème et donc qui vont aller dans leur poche pour vous donner de l'argent et vous remercier parce que vous résolvez ce problème. Quel est ce segment-là ? Quelle est sa dynamique ? Quelle est sa taille? Quelle est sa vitesse de croissance? Et donc la composition, une vraie description d'un segment de marché dans lequel vous avez un nombre significatif de clients qui ont ce problème-là et qui ont vraiment besoin de le résoudre. Quelques conseils pour faire ce slide numéro 4. Description claire des clients, comparaison brève avec deux sous-segments évolués. Souvenez-vous, une stratégie ne peut être considérée comme la meilleure que par rapport à des options. Ça veut dire que vous risquez d'être challengé par l'investisseur qui va dire « Ok, vous avez choisi ce marché-là, est-ce que vous en avez considéré d'autres? Est-ce que ce marché-là, par exemple, ce n'est pas un marché où vous avez un adoption rate, un taux d'adoption plus facile, où les clients ont un plus gros problème, ou par exemple les clients ont un plus petit problème et ils ont l'argent pour le payer? Vous devez vous justifier et donner des caractéristiques du segment. On en a parlé, taille, la vitesse de croissance, comment accéder. Parfois, vous trouvez un formidable marché, mais vous ne trouvez pas le moyen d'accéder facilement, et facilement veut dire pas cher, à ce marché-là. Vous devez en choisir un autre. Dernier élément, est-ce que ce segment-là est composé de gens qui ont les moyens d'aller dans leur poche pour se payer la solution? Donc, le problème, la solution, et ensuite, le segment de client. Ces trois éléments-là, ça constitue la base du pitch. Ces trois éléments doivent être parfaitement alignés, parfaitement cohérents et extrêmement bien préparés. Slide numéro 5. Donc quand vous avez ces trois éléments clés, cette base du pitch, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir comment vous allez gagner de l'argent avec ce projet. Là, clairement, on va parler du modèle d'affaires, on va parler du business model. Comment allez-vous capturer une partie de la valeur que vous créez pour ce client-là? J'ai compris le problème, j'ai compris la solution, vous créez de la valeur. Comment vous parvenez à capturer une partie de cette valeur? Ensuite, on va rentrer dans la composition de ce slide sur le business model. Qu'est-ce que vous allez devoir dire? Expliquer simplement le modèle choisi. Comment vous accédez au client, comment vous faites que cette personne devienne client, comment vous faites grandir la base client, comment le client reste chez vous, mais aussi qu'est-ce que vous faites vous-même, qu'est-ce que vous allez sous-traiter, qui sont vos partenaires. Et ce qui est important, c'est aussi de pouvoir dire que vous avez testé ce business model. Oui, je suis capable de délivrer, je suis capable de produire, et oui, ça se vend, j'ai de l'attraction. Un élément intéressant à ce moment-là pour l'investisseur, est-ce que ce modèle est scalable? Est-ce que vous êtes capable de faire grandir ce modèle? Et alors, dernier élément aussi pour l'investisseur, est-ce que le business model est efficient? Est-ce qu'il est light? Est-ce qu'il est léger? Ou est-ce qu'il nécessite beaucoup de cash et donc beaucoup de risques pour l'investisseur? Alors, quelques conseils, faites référence à des business models connus. Vous avez entendu du pay-per-use, du freemium, business model de plateforme. Essayez de faire appel à des modèles que l'investisseur connaît. Vous pouvez dire, je suis le pay-per-use de, je suis un modèle freemium, le LinkedIn de. Faites référence aussi à des modèles d'entreprise. Je suis le mythique de. Mais soyez extrêmement basique, extrêmement simple, extrêmement concret. Votre business model, vous devez être capable de l'expliquer en 2-3 phrases. Alors, slide numéro 6, concurrence et substitut. Si vous êtes mature, vous êtes capable de comprendre pourquoi vous êtes meilleur que les autres pour un segment bien particulier. Toujours ce lien, proposition de valeur, segment. Décrivez ceux et celles
qui essaye de résoudre le problème pour ce segment de clients que vous avez choisi et pourquoi il n'y arrive pas. Et là-dedans, bien évidemment, il y a deux éléments. Il y a ses concurrents, les concurrents directs, et souvent on oublie les substituts. Les substituts, c'est les gens qui vont utiliser une autre solution complètement différente, mais qui résout en partie leur problème. Alors ce que je vous propose d'utiliser pour ça, c'est d'utiliser les graphes de type Blue Ocean, ce qu'on appelle aussi facteur de compétitivité. Et donc ce que j'ai besoin, je vais vous montrer ces graphes, donc vous le voyez ici. Ça, c'est la manière probablement dont vous souhaiteriez présenter le projet. Bien évidemment, ce n'est pas crédible. Ça, c'est une manière qu'on retrouve dans le Blue Ocean Strategy, où vous avez un ensemble de caractéristiques sur l'axe horizontal de votre offre, et on voit très clairement que My New Good, le bleu clair, est différent. On comprend clairement en quoi est-ce qu'il se différencie des concurrents, et vous pouvez même rajouter dans ce graphe les substituts. Je vous donne un autre élément. Steve Blank, qui est un des professeurs d'entrepreneuriat à Stanford, donne une autre manière quand on a vraiment inventé un segment qui s'insère au carrefour d'autres segments. Eh bien, voilà comment vous pouvez représenter. Donc, soyez créatifs pour me faire comprendre et faire comprendre à l'investisseur en quoi vous êtes différent et meilleur pour le segment que vous avez choisi. Ensuite, l'investisseur va vouloir savoir qui est l'équipe, présenter celles et ceux qui sont dans votre équipe, et donc le but du jeu, c'est de démontrer en fournissant de l'information que cette équipe-là est la plus susceptible de faire aboutir ce projet-là que vous êtes en train de pitcher. Bref description de l'équipe, ne donnez pas trop d'informations, donnez des informations relevantes, et soyez honnête, si dans l'équipe il y a des lacunes, il manque un commercial, il manque un technologue, essayez de trouver quelqu'un qui peut faire du mentoring, quelqu'un qui peut rejoindre votre advisory board, quelqu'un qui peut rejoindre votre conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant. Bref, acceptez les faiblesses, parlez-en et montrez comment vous les compensez. Expliquez aussi clairement deux choses: qui fait quoi dans la start-up et qui est totalement engagé dans la start-up. Dans la start-up, parfois il y a des gens qui vont consacrer 18 heures par jour et d'autres qui sont juste là et qui vont bosser 3-4 heures par jour. L'investisseur a envie de savoir comment va se composer l'investissement des membres de l'équipe. Alors, 8e slide, où est-ce que vous en êtes au moment où vous pitchez ? Le projet a plusieurs phases. Est-ce que vous êtes dans la phase technique avec un prototype? Est-ce que vous êtes dans la phase où vous avez déjà commencé à vendre et le business model est validé? Vous devez expliquer à l'investisseur où vous en êtes et quelles sont les étapes suivantes. Si l'investisseur met son argent dans le projet, il veut savoir pourquoi il va mettre l'argent. Donc il veut savoir quelles sont les étapes critiques successives qu'il va y avoir dans les prochains mois. Et donc, mettez pour les 6 prochains mois des étapes rapprochées, et alors en gros, 2e année, 3e année, en gros, quelles sont les grosses étapes que vous préfigurez? On sait que c'est aléatoire, mais au moins on a une idée de vos objectifs. Dernier petit conseil, ne soyez ni pessimiste ni optimiste. L'investisseur, ce qu'il veut, c'est de l'objectivité. Ça veut dire, ne dites pas j'ai fait une version pessimiste, j'ai fait une version optimiste. Non, non, non. Vous avez fait une version réaliste parce que vous avez fait vos devoirs et que dans votre plan financier sur la formule Excel, il y a derrière le chiffre une formule qui explique comment vous arrivez à ces chiffres-là. Okay ? Donc les étapes, elles sont réalistes et on ne parle pas d'une hypothèse pessimiste ou optimiste. Dernier slide, la demande. On vous l'a dit, le pitch n'est pas un pitch s'il n'y a pas une demande claire. Vous avez pris du temps à l'investisseur, vous avez pris du temps pour préparer le pitch, vous devez demander quelque chose pour avoir l'issue du pitch qui est le rendez-vous plus long pour pouvoir aller plus en détail. Comment vous allez composer cette demande? Très clairement, un besoin financier court et moyen terme. Vous cherchez autant d'argent. Deuxième élément, on l'a vu, à quoi allez-vous utiliser cet argent? Si vous me demandez d'investir dans le projet, je veux savoir à quoi ça va servir. Troisième élément, sous quelle forme? C'est des parts en capital, c'est un prêt convertible en capital, c'est un mix des deux. Ok, ça va, je comprends ce que vous me demandez, combien, comment, pour faire quoi? Et en échange de quoi? Qu'est-ce que je reçois en échange de cet argent? Vous allez me proposer probablement un pourcentage de parts en capital. Et alors je vais tout de suite vous demander, comment vous avez calculé ça? Donc vous devez donner une brève information sur à combien vous valorisez la start-up et comment en gros vous l'avez évalué. Et on sait qu'on va revenir à ça. Si vous êtes trop élevé, c'est pas réaliste. Si vous êtes trop bas, c'est pas réaliste non plus. Donc on sait que c'est une question qui à un moment va être posée et derrière ça, vous devez avoir des annexes avec 3 ou 4 modes de calcul de la valorisation. D'accord ?
Alors, conseil, soyez une fois de plus très clair, très cohérent, formulez une demande précise, justifiez-la, n'en dites pas trop, mais soyez prêt à défendre le raisonnement. Dernier slide, à ce moment-là, vous voulez aller plus loin. Cherchez la réaction, sollicitez le feedback, engagez le Q&A, essayez de pouvoir remettre la balle à votre interlocuteur pour qu'il puisse développer ses questions, pour qu'il puisse vous dire ce qu'il en pense, et essayez d'avoir des phrases outils. Qu'en pensez-vous? Je suis intéressé d'avoir votre avis sur votre projet. Je me doute que vous avez certainement des questions, je suis heureux d'y répondre, je vous écoute, de manière à susciter le suivi. D'accord? Soyez toujours humble et assertif, montrez votre disponibilité pour répondre aux questions, montrez que vous avez aussi l'ensemble des informations pour répondre à cette question, et alors travaillez votre comportement non verbal pour lui donner la possibilité de rentrer dans l'échange. Voilà, je vous ai proposé 10 slides sur le pitch, mais vous allez me poser certainement une question maintenant. Ok, quid sur la forme? Alors je vais vous donner quelques éléments. On l'a vu sur la forme au niveau de votre comportement. Respecter les règles du jeu, on l'a vu, le temps, la forme. Montrer de la passion, de l'enthousiasme, mais il ne faut pas non plus être complètement exalté. J'ai pas envie de faire des affaires avec quelqu'un qui est exalté et qui m'a donné l'impression d'avoir perdu son sens critique. Démontrer aussi un sérieux intérêt, une sérieuse préoccupation pour l'élément de valeur. La valeur pour le client, la valeur pour l'investisseur. Si vous êtes exalté, vous allez être amoureux du produit, de la technologie, je ne sais pas. Non, il faut traduire ça en valeur. Donc dans votre tête, vous devez adopter cette grille de lecture valeur. Soyez aussi parfaitement cohérent. On l'a dit, le pitch est une équation mathématique et une checklist. Donc j'ai besoin d'avoir les facteurs qui s'en mangent les uns après les autres dans une séquence logique. Soyez assertif également, adaptez-vous à l'interlocuteur, montrez du respect, de la gratitude, soyez logique, montrez que vous attendez quelque chose de concret à la fin du pitch. Et alors le plus difficile quand je vous donne tous ces éléments-là, c'est malgré tout ça, forcez-vous à rester vous-même. Parce qu'il faut de la sincérité, de l'honnêteté dans le pitch. On fait des affaires avec des gens qu'on apprécie, qu'on a découverts, mais avec des gens en qui on a confiance. Alors, quelle communication verbale et non verbale adopter pendant le pitch? On l'a vu au départ, vous avez quelques secondes pour vous connecter. Vous devez travailler cette connexion. Ensuite, vous regardez l'interlocuteur, vous ne lui tournez pas le dos. Le pire, c'est de faire comme ça, de lire les slides, alors que l'interlocuteur a appris à lire et il voit les slides, et en plus, vous tournez le dos. C'est pas respectueux. Donc, apprenez à avoir un discours complémentaire, vous parlez, c'est un élément, et les slides vont renforcer le discours. Posez votre voix en début de phrase, ne commencez pas trop bas, changez régulièrement de ton pour tenir l'interlocuteur en éveil, utilisez des mots simples, pas de technologie, pas de jargon, et alors je l'ai déjà dit, je l'ai déjà écrit, faites des phrases simples, une idée, une phrase. Quelle forme pour les slides du pitch? Une quinzaine de slides maximum, je vous en ai proposé 10, vous pouvez en rajouter quelques-uns. Ne faites pas comme moi, ceci est un cours, c'est pas un pitch, c'est une présentation. Dans un pitch, il n'y a pas de bullet points, il n'y a pas ces petits puces et numéros. Mettez plutôt des images que du texte, et pour vous forcer à mettre le moins de texte possible, utilisez un texte avec une grande police de caractères. Guy Kawasaki, qui est un des spécialistes du pitch, recommande de faire des fonts, des tailles de caractères entre 30 à 40 de dimensions. Certains d'entre vous me posent la question, Général Stati, oui, mais si j'utilise Prezi? Oui, vous pouvez utiliser Prezi, mais à la condition de rester sobre. J'ai vu des gens avoir le mal de mer avec un candidat entrepreneur qui avait surutilisé Prezi et qui utilisait Prezi, et on passait, l'image avançait, et finalement tout le monde avait le mal de mer. Alors, rentrons maintenant dans les erreurs fondamentales que vous faites quand vous pitchez. Premièrement, ne pas assez préparer. Si c'est Mr. Big, il faut être préparé. Ou bien vous dites que vous êtes à un stade seulement du projet. Ne pas connaître son interlocuteur, on en a parlé. Parler trop de technologie, on en a parlé. Vous ne pouvez dire qu'une seule fois le mot technologie. Le reste, c'est la valeur, c'est pas la technologie. Ne parlez pas trop de vous, ne commencez pas le pitch en disant voilà, je suis autant, on a une équipe, et voilà, on a fait ça, on a fait ça. Non. Moi, j'ai investi dans une équipe, mais je veux d'abord savoir ce que vous avez fait. Je veux d'abord savoir le problème que vous résolvez. Donc, ne vous mettez pas trop en avant le pitch. Le pitch, c'est pas à propos de votre nombril, c'est à propos de votre interlocuteur. Essayez de ne pas manquer d'empathie. Un jour, je fais un concours de pitch à Québec, avec Guy Kawasaki notamment, et j'ai le meilleur pitch du monde. J'ai un chouette projet, j'ai travaillé, j'ai bossé toute la nuit, j'ai un pitch. C'est une équation mathématique formidable. Je commence mon pitch, j'ai bien connecté, et progressivement, je sens que je suis bien dedans. Et puis le gars m'arrête et il me pose une question.
Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrête? Je réponds à sa question et je retourne dans mon pitch. Et je fais ça 2-3 fois. À la fin, il me dit, très beau pitch, mais je ne ferai jamais des affaires avec vous. Vous manquez totalement d'empathie. Je vous pose des questions. La seule chose qui vous intéresse, c'est terminer le pitch, mais ce n'est pas de répondre à mes questions. Ok, donc travailler cette empathie. Le but du jeu, c'est de convaincre la personne en face de vous de faire quelque chose d'important pour la survie, pour le développement de votre entreprise. Donc à ce moment-là, soyez à l'écoute, faites preuve d'empathie et d'assertivité. Ne faites pas perdre de temps à l'interlocuteur. Le nombre de pitchs où on a dit 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et le gars, à 10 minutes, il a à peine fait 3/4 de ses slides, ça ne va pas. Ne manquez pas de confiance. Si vous manquez de confiance, ça veut dire que vous n'avez pas assez préparé le pitch ou que le business plan n'est pas cohérent ou que le business model n'est pas cohérent, n'a pas été testé. N'essayez pas d'aller à la pêche avec Mr. Big. Si vous avez la chance de rencontrer Mr. Big, c'est un vrai pitch, vous devez demander quelque chose. 9e erreur fondamentale, je vois un gars et une équipe et il dit nous sommes une équipe et il y a tous les gens derrière comme ça et il y a un one-man show qui parle et tous les autres ne disent rien. C'est une équipe ou un one-man show? Est-ce que l'équipe est vraiment une équipe impliquée dans le projet ou pas? Et ensuite, ne pas avoir assuré la technique, et je vais revenir à ça. Régulièrement, dans les pitchs, il y a des problèmes techniques. L'ordinateur ne fonctionne pas comme il devait fonctionner, le fichier ne fonctionne pas, il n'y a plus de batterie dans l'ordinateur, vous devez avoir une solution de backup. Vous devez avoir, si ça ne fonctionne pas, quelque chose qui ne va pas faire que ça va ruiner votre pitch. Disposez aussi des câbles adéquats. Si vous arrivez avec un Mac et que les personnes utilisent un outil Microsoft, mais c'est à vous d'avoir les câbles, c'est à vous d'avoir la conversion, de ne pas avoir fait un keynote, d'avoir le câble HDMI qu'il faut pour pouvoir éventuellement qu'il y ait du son si vous avez mis une vidéo. C'est votre problème, ce n'est pas le problème de l'interlocuteur. Okay. Aussi un petit détail, si vous faites des slides léchés avec des couleurs, faites attention, il y a des projecteurs qui sont plus vieux que d'autres et qui rentrent moins bien les couleurs. Il y a des codes couleurs à respecter. Utilisez aussi une télécommande. La télécommande me permet de bouger, d'avoir un comportement non verbal et de me connecter. Donc utilisez une télécommande et alors éventuellement faites-vous assister par quelqu'un. Alors, je vous propose une petite bibliographie, 3 ouvrages sur le pitch. Celui de Guy Kawasaki, The Art of Start, il existe en français. C'est vraiment très agréable à lire sur les startups, c'est vraiment extrêmement motivant. Un livre sur le pitch, et alors un livre sur la manière de raconter des histoires, parce que raconter des histoires, ça ne s'improvise pas, il y a des techniques. Je vous propose quelques articles utiles également, je vous ai mis aussi quelques exemples de pitch. Et alors, sur ce livre-là, j'y reviens brièvement. Oui, il existe une recette pour mieux raconter des histoires et des histoires qui vont se fixer dans la tête des gens. Pensez au hoax, hein. Vous voyez ce que c'est un hoax? Vous avez reçu un message, vous avez fait waouh et vous l'avez circulé, et puis il y a quelqu'un qui vous envoie un message en disant hey, t'es bête, c'est un hoax, tout le monde sait que c'est une fausse histoire. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça alors que vous êtes probablement quelqu'un d'intelligent, d'éduqué, de cultivé? Pourquoi? Parce que le hoax a utilisé des recettes qui vous ont touché. Et à ce moment-là, vous avez mis entre parenthèses votre esprit critique. Ce livre explique comment raconter des histoires. Et en gros, il propose une recette relativement simple. Pour que ça se fixe dans l'esprit des gens, ça doit être simple. La mécanique doit être extrêmement simple. Il doit y avoir un élément inattendu, des choses très concrètes qui sont des images qui se fixent dans la tête des gens. Il faut que ce soit crédible. Ça veut dire que, souvenez-vous, vous étiez enfant, quand vous faisiez un mensonge, quand vous étiez ado, vous rajoutiez des détails pour rendre l'histoire crédible. C'est la même chose quand vous racontez une histoire, quand vous faites un pitch. Vous mettez des détails qui sont vrais dans le pitch, soyez honnête bien sûr, mais vous mettez des détails pour montrer que c'est une vraie histoire, que ce n'est pas une histoire qui a été juste improvisée sur un coin de table. Là, dans ce contexte-là, vous distillez, vous faites appel au cerveau gauche et au cerveau droit. Il doit y avoir un élément émotionnel. En général, si vous recirculez un hoax, c'est parce que vous avez été touché émotionnellement, éventuellement sans vous rendre compte. Et alors, le tout doit se trouver dans une belle histoire qui est extrêmement logique. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cette masterclass sur le pitch. Exercice à imposer, on l'a dit. Exercice que vous n'aimez pas. Sincèrement, n'importe qui a compris la mécanique du pitch, qui a travaillé son business model et son business plan, est capable de faire un bon pitch. Donc il ne faut pas être un super communicant, il ne faut pas avoir beaucoup de charisme pour faire un pitch qui va intéresser un interlocuteur, mais il faut de la logique, il faut du travail et surtout il faut comprendre la mécanique du pitch. Ce que j'ai essayé de faire dans cette masterclass pour Leansquare. Je vous remercie beaucoup, il y a plein de supports sur le web et Leansquare organise régulièrement des séances de formation sur le pitch, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour pouvoir avoir des réponses sur le pitch. Je vous souhaite une belle journée.